Je vais demander à Monsieur le Directeur Général des Services de bien vouloir faire l'appel, s'il vous plaît. Monsieur Ravier. Présent. Madame Baudu-Lamarck. Monsieur Portier. Madame Lutz, excusez, donne pouvoir à Madame Cour. Monsieur Mandon. Madame Berthoud. Monsieur Ronzière. Madame Blanc. Monsieur Alix. Madame Glandier. Monsieur Jambon. Madame Sève, excusez, donne pouvoir à Madame Dubos-Tival. Monsieur Froment. Madame Reynaud. Monsieur Moulin. Madame Parlier. Monsieur Guidoum. Madame Cady. Madame Dubos-Tival. Madame Axou-Gérizit, excusez, donne pouvoir à Madame Berthoud. Madame Cour. Monsieur Espazin. Monsieur Flory. Madame Gavel. Monsieur Gibert. Monsieur Giffon. Monsieur Ham. Madame Lafaïs. Monsieur Lièvre, excusez, donne pouvoir à Monsieur Espaza. Monsieur Reymann. Madame Pité. Madame Rago, excusez, donne pouvoir à Monsieur Ravier. Madame Marceau. Monsieur Alombert. Madame Lebaille. Monsieur Lissy. Moi j'ai bu. Madame Montagnier, pardon, donne pouvoir à Madame Lebaille. Monsieur Choma. Madame Jonard, excusez, donne pouvoir à Monsieur Choma. Merci, Monsieur le Directeur Général des Services. Le quorum est donc atteint. Nous allons pouvoir débuter cette séance. Il convient donc de commencer par la nomination d'un ou d'une secrétaire de séance. Proposer à Monsieur Jambon, puisqu'il arrive à ce moment-là d'être secrétaire de séance, s'il le veut bien. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité, merci. Avant de commencer sur la validation du procès-verbal du président du Conseil du 27 juin, je voulais juste avoir une pensée pour quelqu'un qui n'a pas siégé autour de ce table, mais qui nous a accompagnés pendant longtemps, puisque les conseils municipaux sont retransmis par ma TV en Beaujolais, et on était accompagné depuis des années par Thierry Pander, qui a malheureusement été emporté par la maladie. Je vais en profiter pour dire à ses collègues qui sont parmi nous aujourd'hui nos sincères condoléances, bien sûr, et puis renouveler à la famille à qui on a déjà eu l'occasion de l'exprimer notre tristesse, d'abord pour cet événement tragique, mais aussi notre affection et notre sympathie. Je crois que Thierry a beaucoup côtoyé pendant des années dans les différentes manifestations municipales ou dans les différentes réunions avec à la fois du professionnalisme et de la bienveillance et de la sympathie. Donc je voulais avoir ces quelques mots en pensée pour sa mémoire, pour ses proches et pour sa famille. Il convient donc de passer au premier point à l'ordre du jour, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 27 juin 2022. Est-ce qu'il y a des observations à formuler sur ce procès-verbal? Pas d'observation, je le soumets donc au vote. Des oppositions, des abstentions, adoptées à l'unanimité. Les 4 rapports suivants sont liés à l'élection de M. Portier comme député de la 9e circonscription, à qui je renouvelle mes félicitations. Son départ entraîne donc un certain nombre, son départ de ses fonctions exécutives qui ont pris fin, qui m'ont été notifiées par le préfet au 28 août, si ma mémoire est exacte. Je voulais aussi profiter pour le remercier pour le travail fourni en tant qu'adjoint au maire depuis 2017, et puis comme élu auparavant, mais en tout cas comme adjoint depuis 2017, sur une délégation assez large, nombreux sujets, des finances dans un premier temps, passant par la sécurité, l'urbanisme. Donc, encore une fois, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Je continue à en avoir, mais dans des relations différentes. Convient donc de nommer un nouvel adjoint au maire. Pour ce faire, il y a plusieurs délibérations réglementaires à prendre. La première est de reprendre une délibération qui fixe le nombre des adjoints. C'est la procédure légale. Donc je vous proposerai dans la foulée de fixer le nombre d'adjoints à 11 adjoints au maire. Il conviendra ensuite
de procéder au vote à bulletin secret pour élire un nouvel adjoint au maire. Alors je dis bien un parce qu'il s'agit de parité. Je rappelle que sur les 11 adjoints aujourd'hui, nous avons 6 femmes et 5 hommes, donc il doit être remplacé par un homme. Ensuite, nous devrons revenir sur les délibérations sur les indemnités. Alors, il n'y a pas de modification sur les indemnités, c'est juste que les 3 premiers adjoints avaient une indemnité majorée en raison d'une délégation de signature générale. C'est tout simplement si le maire est absent, la première adjointe à la délégation de signature générale, puis la deuxième, puis la troisième. L'élection d'un nouvel adjoint se fera en 11e position sur l'ordre du tableau, et du coup, tous les autres adjoints, sauf la première adjointe, monteront d'un cran. J'ai souhaité que le 4e adjoint, donc qui deviendra 3e adjoint, n'ait pas la délégation générale de signature, parce qu'on se rend compte à l'usage, alors c'est pas par manque de confiance, bien loin de là, c'est juste que par usage, on s'est rendu compte que ça n'arrivait jamais au-delà du 2e adjoint, parce qu'en principe, on peut être empêché pour des raisons de petites maladies courantes, pour des raisons de congé, ça nous arrive aussi, mais du coup d'avoir 2 adjoints de délégation générale. Donc en fait, les indemnités sont exactement les mêmes, sauf 3e adjoint, qui restera sur l'indemnité précédente, qui n'aura pas d'indemnité majorée, donc qui fera même plutôt baisser l'enveloppe globale d'indemnité. Mais néanmoins, puisqu'il y a un changement dans l'ordre du tableau, on doit repasser l'intégralité de cette grille indiciaire. Voilà pour les propos préliminaires sur ce bloc de délibération. Il convient donc, sur la première délibération, le rapport 2, de fixer le nombre d'adjoints suite à la démission de M. Alexandre Portier de ses fonctions, le nombre d'adjoints à 11, comme nous y autorise la loi. Est-ce qu'il y a des interventions sur cette première partie? Pas d'intervention, donc je soumets aux voix. Des oppositions, des abstentions? Donc 4 et 2 avec les pouvoirs, 6 abstentions. Je vous remercie. La délibération étant adoptée par le reste de l'Assemblée. Le rapport numéro 3, qui consacre donc la nécessité de procéder à l'élection d'un nouvel adjoint au maire, se fera donc en fonction des différents codes généraux des collectivités territoriales qui vous sont rappelés dans la délibération écrite. Et il convient donc de procéder à bulletin secret à l'élection d'un nouvel adjoint. Il convient donc dans un premier temps de nommer 3 assesseurs. Je propose qu'il y ait un assesseur pour chaque groupe. Donc je me tourne vers M. Choma, puisque Mme Choma est absente. Si vous le voulez bien, M. Choma, vous serez assesseur. Je vais demander que vous puissiez désigner un assesseur dans votre groupe, Mme Lebaille. Vous verrez à ce moment-là, c'est juste pour définir d'abord les assesseurs. Et puis, dans la majorité municipale, est-ce que quelqu'un veut faire l'assesseur ou je le désigne au hasard? Monsieur Gibert? Allez, merci beaucoup. Donc, les 3 assesseurs sont désignés. Pour la majorité municipale, je proposerais donc que nous proposions comme candidat monsieur Benoît Froment pour devenir 11e adjoint au maire de la ville de Villefranche. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Pas d'autres candidatures. Je vous remercie. Nous allons pouvoir procéder aux opérations de vote sous l'autorité de monsieur le directeur général. D'accord, mais on va te donner une enveloppe supplémentaire. Donc, moi non plus d'ailleurs. Ah si, j'ai pour mon pouvoir. Et je vous demande donc de bien vouloir procéder aux opérations de vote. Alors,
Monsieur Ravier. À voter. Ouais. Ouais. À voter. Monsieur Portier. À voter. Monsieur Ronzière. À voter. Madame Blanc. À voter. Monsieur Jambon. À voter. Madame Glandier. À voter. Monsieur Froment. À voter. Madame Reynaud. À voter. Madame Caddy. À voter. Monsieur Gibert a voté, Madame Gavel a voté, Monsieur Ham a voté, Madame Pité a voté, Monsieur Reymann a voté, Monsieur Choma a voté et a voté. Monsieur Alembert a voté, Madame Lebaille a voté et a voté. Monsieur Lissy a voté, Madame Lafaïs a voté, Monsieur Giffon a voté, Madame Cour a voté et a voté, Monsieur Espaza a voté. A voté. Ah, il y a deux, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Madame Dubostival a voté et a voté. Monsieur Guidoum a voté. Madame Parlier a voté, Monsieur Moulin a voté, Monsieur Alix a voté, Madame Berthoud a voté et a voté, Monsieur Mandon a voté et Madame Bauduc-Lamarck, a voté. Ah oui, pardon, si les assesseurs veulent bien se présenter, du coup, pardon.
Alors, résultat, merci d'abord aux assesseurs et aux collaborateurs et collaboratrices de la ville qui ont fait circuler l'urne et assuré le bon déroulement du dépouillement. Nombre de votants, donc 37. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 37. Nombre de bulletins blancs ou nuls, 9. Nombre de suffrages exprimés, 28. Majorité absolue, 20. Monsieur Froment récoltant 28 voix. Il devient 11e adjoint au maire de la ville de Villefranche. Félicitations, monsieur Froment. Nous passons donc à la délibération, pardon, je croyais qu'on me parlait derrière, délibération numéro 4, qui est donc liée à la numéro 5, puisque je vous rappelle que les indemnités, pardon, cherchez le mot, des élus de la commune sont donc fixées sur un montant de base, c'est la délibération numéro 4, sont majorées par un certain nombre de dispositifs légaux qui sont donc dans le rapport 5. Je vous rappelle donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, que si vous reprenez le dernier tableau qui est en page 16, j'espère qu'on a la même numérotation de page, vous avez donc les adjoints avec ce que je vous expliquais, l'indemnité du maire, les deux premiers qui ont une indemnité majorée, le troisième qui redevient l'indemnité classique. Je rappelle qu'il y avait une exception aussi sur l'adjoint au sport, de frais d'entrée de stade et les indemnités des 8 conseillers municipaux délégués avec donc le montant mensuel, le taux fin final après majoration, le montant mensuel brut indicatif et c'est la valeur du 1er juillet 2022. Et il n'y a donc pas de modification hormis celle que je vous ai citée par rapport à notre délibération de, si ma mémoire est bonne, mai 2020. Est-ce qu'il y a des interventions sur ces deux rapports? Pas d'intervention, donc je les soumets aux voix les deux. Le rapport donc numéro 4, des oppositions, des abstentions, donc 6. Rapport numéro 5, des oppositions, pas d'opposition, des abstentions 6. Et donc ces deux rapports sont adoptés. Et je laisse la parole à monsieur Portier qui voulait dire quelque chose. Je vais être très, très rapide. Simplement, vous en doutez, c'est forcément une petite émotion personnelle parce que j'ai particulièrement apprécié mes délégations, comme vous le savez, et le travail en équipe aux côtés du maire, des adjoints, des conseillers délégués et tous les échanges qu'on a pu avoir dans cette assemblée pendant ces 8 dernières années. Alors, ce n'est pas un départ, c'est plutôt un relais puisque tout l'enjeu pour moi, évidemment, maintenant, c'est de pouvoir rester au service des Caladois. C'est pour ça que je reste dans ce conseil, comme conseiller municipal, à vos côtés, et aussi de pouvoir vous accompagner maintenant pour faire rayonner Villefranche encore plus grand, et puis pour pouvoir porter tous les projets qu'on a menés ensemble et qui nous tiennent à cœur. Voilà. Donc un grand merci à tous, et un merci tout particulier aux services qui m'ont accompagné dans ces missions. Merci. Merci à toi, Alexandre. Je vous informe donc, puisque vous savez qu'il appartient au conseil municipal, hein, donc de définir les adjoints, ce n'est pas du pouvoir du maire. En revanche, c'est le maire qui octroie les délégations. Donc, je ferai un certain nombre d'ajustements dans les délégations, puisque Benoît Froment ne récupérera pas l'intégralité de la délégation d'Alexandre, qui était délégation bateau un petit peu large. Donc, je prendrai ces arrêtés dans le courant de la semaine, les transmettrai pour examen à la préfecture conformément à la réglementation, et je vous transmettrai donc mes arrêtés de délégation pour vous informer des missions de chacun, puisque je répartirai cela en renforçant la délégation de M. Ronzière, en donnant bien sûr aussi une délégation à M. Froment, en prenant une partie de ce que faisait M. Portier également directement. Je vous informe également que M. Portier restera délégué en charge des relations avec l'État dans la collectivité et que je nommerai aussi M. Espaza et M. Ham sur des missions spécifiques. Et donc, je vous transmettrai ces différents arrêtés dès qu'ils seront rédigés. Je vous remercie. Nous attaquons un deuxième bloc de délibérations qui vont ensemble. Donc, je vais faire là aussi propos préliminaires pour les trois délibérations suivantes qui sont liées, les trois, à la Maison Vermorel. Comme vous le savez, la Maison Vermorel donc, est devenir un tiers-lieu, un lieu d'innovation, à confluence du culinaire, de l'innovation, de
la gastronomie, je vais aussi avec le culinaire, et du monde économique. Ce dossier vous a été présenté à plusieurs reprises, tant sur l'investissement que le fonctionnement, sur les orientations qui lui seront données, donc je ne reprendrai pas tout ça dans son intégralité. Pour cela, néanmoins, il y aura une partie restauration donc, qui doit passer par une délégation de service public, hein, une DSP pour reprendre l'acronyme habituel, mais également être doté d'une régie autonome financière, régie autonome qui veut dire que nous aurons donc un nouveau budget annexe concernant également la maison Vermorel. Pour cette raison, il y a un certain nombre de dispositions légales à prendre. De créer une commission de délégation de service public qui sera dotée de 5 membres titulaires en plus du maire ou de son représentant, de créer une commission consultative des services publics locaux qui sera composée de 16 membres, hein, 8 membres élus et 8 membres de la société civile proposée par le maire, et ensuite de saisir justement cette commission consultative des services publics locaux afin de travailler sur cette question. La première délibération que nous allons donc en prendre, c'est concernant la commission de délégation de services publics, hein, c'est le rapport numéro 6. C'est le même procédé, alors il est un peu archaïque, mais c'est comme ça, que pour la commission d'appel d'offres, on doit d'abord déterminer les conditions de dépôt des listes. Et on votera les membres au prochain conseil municipal, mais c'est la loi pour ceux qui sont un petit peu habitués. Donc aujourd'hui, on détermine uniquement le dépôt des listes qui devra se faire au plus tard au début de la séance du prochain conseil municipal. Néanmoins, vu qu'on avait d'autres commissions à déterminer, j'ai sollicité à la fois bien sûr la majorité municipale, mais les deux groupes minoritaires ou d'opposition de ce conseil municipal pour que nous soyons sur une répartition consentie des membres, donc que sur les 5 membres titulaires, il y ait 3 membres titulaires de la majorité municipale et 1 membre titulaire de chaque groupe minoritaire ou d'opposition pour du coup pouvoir assurer la représentativité de ce conseil municipal. C'est effectivement pas cela qu'on vote ce soir, hein, c'est la détermination du dépôt, des modalités de dépôt des listes, mais je préfère le dire par souci de transparence. Donc je dois vous soumettre ce premier rapport sur le fait que nous devrons déposer du coup une liste commune au plus tard au début de la séance du prochain conseil municipal en ce qui concerne la commission de délégation de services publics. Est-ce qu'il y a là-dessus des interventions, des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité? Je vous en remercie. Ensuite, la commission consultative des services publics locaux. Donc, nous devons désigner les membres. Là aussi, donc, 8 membres de la société civile. Je crois que vous avez les papiers sur votre table. Donc, des gens qui avaient soit manifesté dans les années précédentes, puisque je rappelle que, notamment sous l'égide de Béatrice Berthoud, on essaye de faire vivre la communauté Vermorel, c'est-à-dire avec des associations ou différentes personnes qui souhaitent s'impliquer dedans. Donc une liste de 8 personnes que je considère comme, le terme est un peu impropre, mais œcuménique, et qui a vocation à rassembler les gens motivés pour participer à cette commission. Et ensuite, donc, 8 membres issus du conseil municipal, où là aussi, j'ai souhaité qu'on aille un petit peu plus loin que la simple proportionnelle pour assurer la représentativité la plus, j'allais dire, juste à mes yeux du conseil municipal, donc avec 5 membres de la majorité municipale, 2 du groupe Villefranche-Autrement avec vous, donc présidé par Madame Lebaille, et un membre donc du groupe de Monsieur Choma. Donc là aussi, vous avez les noms sur la table. Donc je vous propose que pour cette commission, nous puissions entériner donc ces différents membres. Est-ce qu'il y a des interventions sur cette délibération? Pas d'intervention, des oppositions, des abstentions, adoptées à l'unanimité. Félicitations aux membres du conseil municipal élus pour siéger à la commission consultative des services publics locaux, qui me fait la transition du coup avec la délibération suivante, qui nous demande de bien vouloir saisir cette commission consultative locaux pour que je puisse la convoquer et qu'elle puisse plancher sur les sujets que nous avons évoqués. J'imagine du coup qu'il n'y a pas non plus d'intervention sur ce rapport
qui porte le numéro 8. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Nous allons passer donc au rapport numéro 9 sur la création d'un fonds de dotation pour permettre à des mécènes de soutenir les projets et le fonctionnement de la maison Vermorel ainsi que des actions culturelles de la ville. Je dis juste là aussi en propos préliminaire que nous avons souhaité appliquer la même règle puisqu'il faut désigner 7 membres, 5 de la majorité municipale et 1 de chaque groupe. On s'y est pris un petit peu au dernier moment, je m'en excuse. C'est pour ça que vous avez la liste des 6 premiers noms et il manquait le dernier nom pour le groupe Villefranche Autrement avec vous. Mais encore une fois, c'est nous qui nous sommes pris un peu tard. On m'a informé que c'était Madame Lebaille donc, qui siégerait si, bien entendu, cette liste est adoptée après la délibération qui vous est présentée par Madame Berthoud, à qui je cède la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, on est toujours sur le projet Vermorel, mais donc, vous l'aurez compris, il s'agit là de créer, donc, en dehors de ce qu'on vient de vous présenter, un fonds de dotation pour permettre à des mécènes de soutenir les projets et le fonctionnement de la maison, ainsi que des actions culturelles de la ville. Il se trouve en effet qu'on a été sollicité par un certain nombre d'entreprises pour pouvoir qui souhaitent se porter mécènes en échange évidemment d'événements culturels ou d'œuvres d'art, enfin d'un attrait particulier pour la culture. Et donc ceci nous a donc permis d'avancer sur ce sujet qui est un sujet important. Alors peut-être vous rappelez, vous savez que cette maison Vermorel, c'est quand même un modèle public-privé. Vous redire que si on va déléguer effectivement le restaurant, tout le reste à la main de la ville de Villefranche et que c'est donc un intérêt général, enfin un lieu où l'intérêt général sera bien évidemment aussi largement une de nos préoccupations. Voilà, donc je vous rappelle rapidement en fait, mais vous le savez déjà, donc un rez-de-jardin, donc la partie la plus basse, c'est un restaurant pour lequel justement on a créé cette commission de délégation de services publics ainsi que la commission consultative des services publics locaux. Voilà, et dans les 2 étages, premier et deuxième, ce sera des bureaux et des salles de réunion ouverts à la location ou aux mécènes ou en contrepartie des mécènes, mais c'est aussi ouvert à tous. Et puis, le rez-de-chaussée restera évidemment animé et coordonné par la ville de Villefranche. Donc, il y aura un certain nombre de propositions au public, aux jeunes, à tous. Donc, des résidences d'artistes et donc des rencontres avec les artistes, des programmations, par exemple, autour d'expositions, des visites, évidemment, puisqu'on a gardé la cuisine, la salle de bain, le bureau des Vermorel, pour mieux parler de l'histoire à cette époque-là. Voilà, donc on a un certain nombre de propositions qui seront faites aux habitants et aux scolaires, comme on le fait déjà depuis quelques temps. Voilà, donc pour arriver à ce que, effectivement, le coût de ces objectifs d'intérêt général ne coûte pas trop cher à la ville de Villefranche. Bon, je rappelle qu'un musée ou un théâtre, ça coûte excessivement cher et qu'aujourd'hui, par les temps qui courent, c'est un petit peu compliqué d'arriver à trouver autant d'argent d'un point de vue des collectivités. Donc, même si on sera aidé, hein, parce qu'on a déjà reçu 20 000 € de la Chambre de commerce avec l'État, hein, dans le cadre du plan de relance, pour justement relancer la restauration et les producteurs locaux. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qu'on vient d'apprendre. Hein, ça fait, voilà, donc c'est 20 000 € de l'État dans le cadre du plan de relance qui vient abreuver déjà une partie du fonctionnement Vermorel qui commence dès l'année prochaine, justement autour de la restauration avec les tables Vermorel dont on vous parlera plus tard. Mais voilà, c'est déjà programmé et donc on est très content de pouvoir commencer à être soutenu. D'ailleurs, vous verrez dans le conseil qu'il y aura un certain nombre de demandes aussi à la région pour pouvoir bénéficier des fonds particulièrement intéressants pour Vermorel. Voilà, donc en fait, ce fonds de dotation, c'est juste une structure, hein, c'est une espèce de tirelire dans laquelle, en fait, les mécènes pourront faire des versements, bénéficier donc des contreparties qui sont déterminées par la loi, hein, donc 60% de défiscalisation.
Mais effectivement, et c'est important de le rappeler, je le dis pour M. Choma, parce que du coup, on en a parlé à la Commission culture. Donc, les mécènes qui financent le fonds de dotation bénéficient d'avantages fiscaux. Pour les particuliers, la réduction d'impôt est à hauteur de 66% du montant versé, dans la limite de 20% du revenu imposable. Et pour les entreprises, c'est une réduction d'impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du montant versé, mais dans la limite de 5% du chiffre d'affaires. Et il est noté que la contrepartie ne doit pas dépasser les 25% de ce qui est donné par l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on soit vigilant de façon à ce que les mécènes ne soient pas trop privilégiés quand même. Donc ça a été une discussion pendant la commission. Donc voilà la réponse, hein, mais c'est la loi, donc évidemment on s'y conformera. Et puis Monsieur Choma, vous avez eu gain de cause puisque du coup vous êtes dans le fonds de dotation, effectivement, avec l'opposition avec Madame Lebaille. Hein, et donc vous aurez donc évidemment vu sur tout ce qui se passera dans ce fonds de dotation. Donc l'objectif, c'est vraiment de créer une structure qui permette de délivrer les reçus fiscaux. Donc ça allège les services de la ville qui sont pas voilà, forcément comment dire, pas compétents, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu plus lourd, et là ça sera donc fait par ce fonds de dotation et par un des mécènes principaux qui propose aussi de nous aider sur le sujet. Le but, évidemment, c'est donc d'accompagner et de soutenir les projets de la ville et en particulier de la Maison Vermorel. C'est quand même plutôt dédié à la culture. Hein, voilà, c'est plutôt des actions culturelles. Et puis, il y aura aussi possibilité de gérer l'offre locative qui sera proposée, mais plutôt au rez-de-chaussée et peut-être au premier étage pour les salles de location, parce qu'effectivement, il y aura aussi des possibilités au coup par coup, de façon ponctuelle, de bénéficier des locaux de la Maison Vermorel, qui sera donc ouvert à tous. Voilà, donc il est proposé donc alors oui, ce que je vous ai pas dit, c'est important, c'est déjà que pour constituer ce fonds, on a besoin de cofondateurs. Il faut effectivement une dotation initiale de 15 000 €, et ces 15 000 € ne peuvent pas être apportés par la ville, même si la ville garde un œil très vigilant, voire même plus, sur la gouvernance, hein, puisque c'est un bien qui appartient à la ville et qu'on travaille pour l'intérêt général, je le redis. Mais il y a donc 6 entreprises qui se sont engagées ou qui sont en train de s'engager à hauteur de 2 500 € chacune pour nous aider à constituer ce fonds de dotation initiale de 15 000 €. Et ensuite, le fonds est ouvert à tous les mécènes qui le souhaitent. Donc en fait, les mécènes, les 6 mécènes cofondateurs s'engagent bien évidemment à verser la totalité des fonds qui sont versés au fonds de dotation à la ville. Voilà, et donc on vous demande d'approuver la création de ce fonds, d'approuver les statuts du futur fonds de dotation qui sont annexés au rapport. Voilà, et de désigner donc en application de ces derniers les 7 représentants élus de la ville de Villefranche, donc dont le maire a parlé ou pas du coup? Oui, tu en as parlé avant. Voilà, sachant que, évidemment, sur les entreprises cofondatrices, il est encore possible de se positionner, même si, voilà, on a bientôt les 6 qui sont nécessaires pour arriver à ces 15 000 €. Voilà, donc là, il faut redire les élus. Thomas, je ne sais plus, tu les as dit ou pas? Oui, hein, oui, il me oui. semble. Oui, je vais faire. C'est bon. Oui, voilà, écoutez, si vous avez des questions, c'est vrai que c'est un peu nouveau comme processus, mais je crois qu'on a bien discuté à la commission culture, donc c'était intéressant de bien border tout ça. Mais enfin, on l'avait fait, hein, on travaille avec un avocat et on ne peut pas faire n'importe quoi, je vous rassure. Et bien sûr, vous aurez donc la vision de à quoi servent cet argent qui sera versé par les mécènes. Mais ce ne sera pas la seule, vous l'avez compris, ce ne sera pas le seul financement pour les projets qui seront à Vermorel. Il y aura aussi une offre locative qui sera directement versée à la ville de Villefranche et des subventions des collectivités et de l'État, comme je l'ai dit, au coup par coup en fonction des projets. Et bien sûr, une partie de la direction de la culture, enfin des budgets culture pour un certain nombre de projets, par exemple en lien avec les artistes pour le coup. Voilà, donc c'est pas la seule rentrée d'argent qui permettront de faire fonctionner la Maison Vermorel, mais ça viendra alléger le coût pour la ville. Et donc, je suis ravie qu'on puisse arriver à ce partenariat.
Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Pas de questions, pas d'interventions. Donc je rappelle que nous devons approuver la création de ce fonds de dotation, approuver les statuts du futur fonds de dotation qui sont annexés donc au présent rapport et désigner en application les 7 représentants élus de la ville de Villefranche, dont je rappelle les noms: Madame Béatrice Berthoud, Madame Pascale Reynaud, Madame Sophie Lutz, Monsieur Jean-Louis Alix, Madame Sylvia Pittet, Monsieur Denis Chema et Madame Lebaille. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions adoptées à l'unanimité? Merci. Nous passons donc au rapport suivant. Ce sont des rapports financiers. Je laisse la parole à Monsieur... Oui, j'ai raté quelque chose, pardon. Donc, rapport de Monsieur Moulin, pardon, je sautais. Le rapport numéro 10, donc, qui est l'avis de la ville de Villefranche sur le plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs de logement social de la communauté d'agglomération Villefranche, Beaujolais, Saône. Monsieur Moulin, vous avez la parole. Merci. Monsieur le maire, chers collègues, donc la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové prévoit à son article 97 l'élaboration d'un plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs de logements sociaux de la communauté d'agglomération de Villefranche Beaujolais-Saône. Donc ce plan qui est établi pour tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat ou ayant la compétence en matière d'habitat et avec au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. Ce plan doit définir les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et satisfaire le droit à l'information en fonction des besoins et des circonstances locales. La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, la loi Elan, a rendu obligatoire la mise en œuvre d'un système de cotation de la demande de logement social. La procédure d'élaboration du plan a été engagée par délibération de la communauté d'agglomération en date du 26 septembre 2018, comme cela est prévu par le Code de la construction et de l'habitat, et de le porter à connaissance de l'État. Ça a été réceptionné le 26 décembre 2018. Le plan a été construit à partir d'un travail de construction avec l'ensemble des partenaires des communes, bailleurs, associations et Action Logement. Cela s'est traduit par l'organisation de 5 ateliers de travail entre juin 2019 et septembre 2021 sur les thématiques de l'information du demandeur, de la gestion partagée de la demande et de la cotation de la démarche. Le plan fixe des orientations sur les points suivants: information et accueil des demandeurs. Donc le plan précise le contenu et les modalités de mise à disposition des informations auprès des demandeurs, procédures et démarches d'accès, offre de logements existants, critères de priorité appliqués, identification des lieux d'enregistrement et d'accueil, données concernant le demandeur. Donc à Villefranche, il y a un lieu actuellement, c'est la mairie, et on pense en rajouter 4 autres qui sont les maisons de quartier, donc de Belleroche, de Belligny, de Troussier et du Garret. Donc des demandeurs justifiant un examen particulier. Donc le plan liste les situations des demandeurs de logements sociaux justifiant d'un examen particulier et les instances chargées de l'examen de ces situations. La cotation, donc le plan définit les principes d'un système de cotation et les modalités de sa mise en œuvre et son évolution. Donc dans les cotations, il y a des critères qui sont obligatoires, qui sont fixés par l'État, et la communauté d'agglomération a fixé d'autres critères supplémentaires qui peuvent être géographiques ou sociaux.
Les modalités de qualification de l'offre du logement, donc le plan précise les modalités de qualification de l'offre du logement social sur le territoire, les indicateurs utilisés, l'échelle géographique à laquelle la qualification est réalisée et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Les dispositifs de gestion partagée des demandes de logement social. Ces dispositifs doivent permettre le partage d'informations entre les acteurs du territoire et l'amélioration de la connaissance des demandes et de leur traitement sur le territoire. Donc, en application du Code de la construction et de l'habitat, le plan doit aujourd'hui être soumis à l'avis des communes membres de la communauté d'agglomération et faire l'objet d'une délibération du conseil municipal. Ce plan est élaboré pour une durée de 6 ans. Un bilan de sa mise en œuvre sera soumis une fois par an au conseil communautaire. Un bilan triennal sera adressé par la communauté d'agglomération au préfet du Rhône et sera examiné dans le cadre de la commission intercommunale du logement. Enfin, 6 mois avant sa fin, le plan fera l'objet d'une évaluation qui sera rendue publique et transmise au préfet. Cette évaluation interrogera prioritairement l'efficacité et la cohérence de l'accueil et de l'information pour les demandeurs et entre les partenaires. Elle permettra ainsi de mesurer le degré d'atteinte des objectifs du plan, son impact sur les partenaires et les demandeurs de logements sociaux. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions sur ce rapport? Madame Lebaille, je vous en prie. Bonsoir. Donc, vous demandez l'avis de la ville sur un plan important. Je pense qu'il est important d'abord pour notre ville, puisqu'il nous permettra, il me semble, de voir ce qui va se jouer en matière de demande des Caladois ou futurs Caladoises, leur nombre, les délais d'attente, les refus, précisément donc sur notre ville. Finalement, la question, c'est est-ce que notre ville est-elle à la hauteur de l'enjeu du droit au logement pour tous, en répondant aux demandes légitimes de logement social, de mutation. Il est important aussi pour les demandeurs, puisqu'il a pour but de mettre en place une information claire, à la fois sur la possibilité de demande, sur l'accueil et l'aide à cette demande et les critères d'attribution. Moi, je pense qu'il y avait urgence, effectivement, à mettre ce plan en place, vu ce qui se passe sur le logement social et sur le fait qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur le logement social dans notre agglomération et dans notre ville reste un peu nébuleux et les chiffres sont voire difficiles, voire impossibles à trouver pour le citoyen. On ne peut que regretter que ce plan nous arrive seulement maintenant, puisque la loi nous l'obligeait à partir de 2014. Donc 7 ans, un septennat pour mettre en place un plan, ça semble long. Et d'autant plus qu'il y a quand même certains dispositifs qui n'ont pas été mis en place et qui, à mon avis, étaient importants. Je pense par exemple à l'information claire sur les critères d'attribution. Sur le plan lui-même et donc sur son futur bilan, puisqu'on va avoir un bilan tous les ans, et les enseignements qui pourraient en être tirés, ainsi que les actions mises en place, parce que j'espère que c'est bien ça qu'on a tous en tête, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un plan parce que la loi nous l'oblige, mais que ce qui va être mis en place va nous permettre peut-être d'ajuster notre politique en matière de logement social sur l'agglo. Donc je veux faire quelques remarques. D'abord, vous donner certains chiffres, j'y reviendrai en fin de mon intervention. Mais la loi ALUR, elle oblige les bailleurs à recevoir dans un délai d'1 mois maximum le demandeur de logement social. Je n'ai pas vu dans la proposition de dispositif pour s'assurer que cette disposition soit bien mise en place et puis peut-être partager les freins s'il y a des problèmes rencontrés. Donc je ne sais pas, mais je fais la proposition qu'il y a un élément qui soit rajouté, qui nous permette voilà, de s'assurer qu'une fois que la demande est déposée, le demandeur ait bien un accueil. Et je n'ai rien vu de précis, mais bon, je vois que je vous laisse discuter à chacune de mes propositions ou non? Je continue? D'accord.
Je vois rien de précis, mais peut-être que bon, j'ai mal lu, enfin il me semble que j'ai bien lu pourtant. Je vois rien de précis concernant les expulsions locatives. Vous en parlez en disant qu'il y a des bonnes intentions d'aide pour éviter les expulsions. Or moi, je pense que quand même c'est difficile de travailler si on n'a pas un regard précis sur le nombre d'expulsions et sur la situation future de ces familles, de ces hommes et de ces femmes qui sont expulsés. Moi, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs villes ou plusieurs territoires qui ont mis en place des dispositifs spécifiques, des dispositifs d'alerte et de solutions. Eh ben, est-ce que notre territoire s'honorerait de le faire? Et est-ce que ce plan pourrait en être l'occasion? Ou est-ce qu'il y a un autre dispositif à part de ce plan? Mais voilà, je profite pour faire cette proposition. Il y a aussi dans le plan nombre de préconisations dont j'ai pas bien compris si elles allaient être mises en place ou si c'est simplement voilà, une intention. Je pense à la charte commune des lieux d'accueil, la cartographie du parc, voilà, le groupe de travail sur les résidences fragiles et un dispositif de gestion partagée des demandes. D'ailleurs, je pensais qu'il existait ce dispositif, mais voilà, j'ai vu que... Il n'y a rien non voilà. Et pour en revenir donc sur les chiffres présentés dans ce rapport, certains d'entre eux devraient nous alerter et nous inciter à revoir votre objectif hors sol, monsieur le maire, de réduire la part du logement social sur notre ville. Vous semblez vous satisfaire du fait que sur 2,8 demandes de déposer, une trouve une réponse positive, ce qui est un chiffre nettement inférieur au chiffre national. Ceci dit, c'est quand même 1553 demandes, si j'ai bien fait mes calculs, pour 477 attributions, donc, et avec en plus une hausse de la demande en 2021. Moi, je m'interroge où sont logés, où vont les demandeurs qui n'ont pas été acceptés. Dans des logements insalubres ou mal isolés, quand on voit la hausse du prix de l'énergie, on peut se demander où tout cela va nous mener. Autre élément de chiffre, le taux des revenus des ménages en logement social est extrêmement faible sur notre territoire. Il est de 72% au lieu de 58% sur le Rhône. Nous sommes donc loin de la mixité sociale que vous appelez de vos voeux, car, à mon avis, pour la réussir, la mixité sociale dans nos quartiers, ça ne sera pas suffisant de construire des appartements à la vente dans ces quartiers. Il faut construire plus de logements sociaux pour pouvoir accueillir justement plus de demandes avec des revenus un peu plus élevés pour sortir enfin des ghettos que vous avez laissés tranquillement s'installer sur notre territoire. Car si vous ne faites pas cela, et je ne vois pas dans ce plan... Et je vois que dans ce plan, pour justement vous souhaitez rééquilibrer le territoire en relogeant, c'est écrit comme ça dans le plan, exclusivement des salariés. Vous laissez donc à la porte des hommes et des femmes qui n'auront d'autre solution que la rue ou l'habitat indigne. Et puis, dernière chose aussi que je n'ai pas noté, mais dans le plan, donc, il y a des propositions d'action, il y a un nombre de propositions importantes du fait, du fait qu'il n'y avait pas de dispositif, qu'il n'y avait rien sur le territoire ou si peu. Vous mettez court terme, moyen terme, long terme, et c'est vrai que c'est pas très précis. Voilà, ça aurait été bien de préciser quel est l'objectif que vous fixez, de manière à ce que lorsque dans un an on va faire le bilan pour voir si finalement on a avancé, où étaient les freins, ou si vraiment on n'a pas travaillé suffisamment sur la mise en place de ce plan. Voilà ce que je voulais vous dire, mes remarques sur ce plan. Merci de m'avoir écouté. Je vous remercie, Madame Lebaille. Plusieurs choses. D'abord, on peut saluer aussi la prise en main par l'agglomération de la création, justement, de ce plan, qui va permettre d'avoir un certain nombre de chiffres de manière un peu plus consolidée, parce qu'on a beaucoup de chiffres qui doublonnent, qui ne sont pas consolidés et pas forcément fiables. Donc, c'est un travail qui est engagé par l'agglomération et je pense que ça nous permettra d'avoir une analyse qui sera d'abord un petit peu plus performante, parce que moi, je ne suis pas un grand spécialiste, mais de tirer des conclusions ou de réfléchir à des pistes d'action, c'est vrai que le mieux, c'est de savoir de quoi on part et d'avoir un diagnostic quand même, et qu'aujourd'hui, le gros point de faiblesse quand même, c'était la difficulté d'avoir un diagnostic. Les bailleurs eux-mêmes le disent, d'ailleurs, qu'il y a une vraie difficulté de consolidation avec des files d'attente qui doublonnent, etc. Donc, moi, je ne veux pas trop parler de chiffres parce que je ne suis pas sûr de leur fiabilité aujourd'hui. C'est d'ailleurs tout le sens de ce plan, c'est de pouvoir les rendre, j'allais dire, plus précis,
plus juste pour savoir de quoi on parle avec beaucoup plus de précision justement à l'avenir. Donc je ne reviens pas sur la partie sur les groupes de travail, notamment sur la cartographie, etc. C'est justement pour ça que ce plan, qu'on émet un avis favorable sur le plan proposé par la communauté d'agglomération pour pouvoir justement avoir ces éléments-là, ces analyses-là et de pouvoir regarder les actions à mettre en place et notamment celles à prioriser. Ensuite, je juste revenir, parce que c'est un débat qu'on a depuis longtemps, mais l'idée n'est pas de diminuer le nombre de logements sociaux sur notre agglomération, c'est de mieux l'équilibrer entre les communes. Je rappelle que l'obligation, la loi SRU, hein, c'était 25%. À Villefranche, on est un petit peu plus au-dessus de 35%. Je crois que c'est bien supérieur au pourcentage de beaucoup de communes du département ou de la métropole, d'ailleurs, du Rhône. Donc on a peut-être... D'ailleurs, par rapport aux autres communes, pas forcément de leçons à recevoir. La question, c'est aussi de se dire qu'il y a des communes qui, elles, sont en rattrapage, SRU, puis en termes de mixité, moi, je veux pas qu'on diminue le nombre en valeur absolue sur l'ensemble de notre territoire. Je pense qu'il faut juste mieux l'équilibrer sur l'intégralité. Je pense que Villefranche en porte une part très importante, plus de 35%, c'est-à-dire 10 points au-dessus de l'obligation légale. Encore une fois, pour regarder, on n'a pas beaucoup de communes à avoir plus de 35% de logements sociaux sur notre département. Et quand je dis département, je prends vraiment le département au sens géographique du terme, métropole comprise. Donc l'idée, c'est pas de diminuer le nombre de logements sociaux pour empêcher des gens d'y accéder, c'est de mieux l'organiser, de mieux le répartir sur notre territoire. Vous savez, quand vous avez la commune la plus petite en superficie, qui a le plus grand nombre de logements sociaux, je ne sais pas si on a installé des ghettos, j'ai l'impression qu'ils avaient été installés sous des mandatures bien précédentes et partout dans le pays, pardonnez-moi, mais en tout cas, c'est plutôt de faire en sorte qu'on puisse justement ne plus en avoir et pas en construire des nouveaux. Sur la prévention des expulsions, il y a une commission d'ailleurs qui est présidée par le sous-préfet en lien avec les différents CCAS. Il y a aussi quand même un travail en amont qui est réalisé. L'idée, c'est de renforcer encore cela pour prendre le plus en amont possible. Je rappelle là aussi qu'il y a quand même un certain nombre de dispositifs du Fonds de solidarité logement sur les premières alertes de décrochage, sur les aides gaz, électricité, etc., bien en amont. Donc il y a quand même un suivi social qui est réalisé bien auparavant d'arriver sur le stade de l'expulsion. Il n'empêche, là-dessus, je suis assez d'accord avec vous, je pense qu'on a avoir des dispositifs plus efficaces et peut-être plus étayants, avec peut-être plus de solutions aussi et plus de dialogue entre les différents partenaires pour mieux prendre en compte la situation des individus et leur parcours. Sur le délai d'un mois, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que souvent, la question aussi dans les conventions, hein, c'est que si c'est inscrit dans la loi, pas la peine de le remettre sur une convention locale. Hein, c'est inscrit pour la loi. S'inscrit par la loi, ça veut dire que le bailleur social a l'obligation d'enregistrer cela et que ça s'applique du coup de fait à la convention. Alors, si c'est le cas, c'est peut-être bien de le repréciser dedans. On pourra monter cela, mais je veux dire, la convention ne déroge pas à la loi, hein, comme toutes les conventions qu'on peut prendre au niveau local ou sur les plans locaux. Forcément, ils intègrent les dispositifs légaux qui s'appliquent à tout le territoire. Voilà pour les réponses à votre question. Je vous en prie, madame. Non, sur la question du délai d'un mois, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est bien tenu, ce délai? C'est-à-dire, est-ce que réellement les bailleurs, donc c'est marqué dans qu'effectivement les bailleurs doivent recevoir, mais du coup, je me disais, puisqu'on fait ce plan justement pour essayer d'améliorer la situation, est-ce que peut-être qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là, mais moi je n'ai pas d'éléments qui me permettent de dire qu'il n'y a pas. Or, c'est important qu'une fois qu'une demande est déposée, qu'effectivement il y ait un accueil d'un mois, si c'est marqué dans la loi, pour justement, peut-être d'ailleurs, c'est marqué dans le plan, préciser voilà, comment a été déposée la demande, quels sont les critères. Enfin, donc moi, ma question, c'était est-ce que c'était possible qu'on profite de cette mise en place de plan pour voir, avec, ça peut faire partie des objectifs des bailleurs, de nous donner une réponse sur les délais où ils reçoivent. Donc ça, c'est la première chose. Sur la question du logement social et du fait que vous ne voulez pas diminuer, moi, évidemment, vous prenez la question, j'ai déjà 35%, la loi m'impose 20%, ça fait déjà beaucoup, mais moi, je ne prends pas la question comme ça du logement social. Il y a un certain nombre de demandes sur notre ville et sur notre territoire, mais
on verra comment on élargit sur le territoire, on aura le débat, je présume, à l'agglo, mais sur notre ville, aujourd'hui on parle de notre ville, il y a un certain nombre, est-ce que notre ville y répond ou pas? Si elle n'y répond pas, que deviennent ces hommes et ces femmes qui ont besoin d'un logement social? Voilà, c'est tout. C'est pas, voilà, bien sûr, vous êtes 35%, mais mon Dieu, c'est énorme. Mais moi, je vous redis, plus vous construirez aujourd'hui, les chiffres parlent qu'il faudrait construire 50 000 logements sociaux par an si on voulait répondre aux demandes de logement. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous ne construisez pas, vous avez des hommes et des femmes qui pourraient avoir droit au logement social, qui ne viendront pas, qui diront de toute manière, vu mes revenus, je n'y aurai pas accès. Et c'est là que j'en reviens au débat que j'ai voulu instaurer sur la question de la mixité dans le logement social, ce qui permet justement de mieux vivre ensemble et peut-être aussi de régler certains problèmes d'insécurité, puisque vous en parlez souvent. Donc voilà, c'est de dire, est-ce qu'on peut construire plus de logements sociaux, non pas pour faire plus de ghettos, justement pour qu'il y ait des populations brassées dans les bâtiments, dans nos quartiers, dans ces logements, et permettre d'avoir peut-être en partie une vie plus apaisée. C'est en tout cas comme ça que je vois les choses. Très bien, je vous remercie. Mais d'ailleurs, ils sont construits puisque dans 2 rapports, le rapport numéro 13, c'est une garantie d'emprunt d'ailleurs pour Aliade Habitat pour un nouveau bâtiment de 21 logements sociaux. Donc, ce n'est pas non plus le statisme le plus complet. Simplement, on essaye. Vous en avez supprimé sur... Encore une fois, on n'en a pas supprimé puisqu'il y a une obligation de reconstitution de l'œuvre sociale dans la loi, avec exactement la même typologie de logement, d'ailleurs aussi bien en PLAI qu'en PLUS, puisque c'est très cadré et qu'il y a cette reconstitution. Et d'ailleurs, même l'État nous a accompagnés pour qu'une partie de la reconstitution se fasse sur les communes périurbaines, considérant que le nombre de logements sociaux sur la ville de Villefranche était important. Donc, on n'est pas les seuls, visiblement, à l'avoir constaté. Ensuite, sur ce que vous disiez, c'est justement pour ça qu'il y a ce plan qui est réalisé, c'est pour pouvoir évaluer et analyser. Pourquoi d'ailleurs l'État, dans les différentes réformes qui sont succédées, quel que soit d'ailleurs le camp d'émission de ces réformes, c'était de dire qu'il fallait traiter la question du logement social, non pas à l'échelle de la commune, c'est-à-dire l'inverse de ce que vous venez de faire, mais à l'échelle d'un territoire. Quelqu'un qui demande un logement, il ne le demande pas forcément d'un côté de la rue ou de l'autre, surtout dans une conurbation urbaine comme la nôtre, mais c'est d'avoir une offre de logements sociaux qui soit suffisante à l'échelle d'un territoire. On parle bien là de 4 communes, on ne parle pas de tout le Beaujolais. Donc c'est d'avoir cette construction-là, cette vision d'aménagement du territoire et de répartition du logement social et du parcours résidentiel sur l'intégralité de ces communes. C'est pour ça que le PLH d'ailleurs se fait à cette échelle-là, c'est pour ça que la conférence du logement est intercommunale et c'est les lois Élan et Allure qui les ont consacrées, donc je pense que vous les trouverez pas mauvaises, mais du coup c'est bien d'avoir cette approche qui soit une approche territoriale et pas simplement à l'échelle d'une commune, contrairement d'ailleurs à ce qui se faisait avant, sur la taille d'une commune, on regardait le problème à cet endroit-là et on ne le regardait pas à côté, ce qui était un peu aussi une approche à géométrie variable et peut-être un peu par le petit bout de la lorgnette. Mais voilà, écoutez, on a des divergences là-dessus, c'est normal, il n'y a pas de difficulté. Je vais néanmoins soumettre ce rapport aux voix, puisqu'il s'agit de remettre un avis de la commune sur le plan proposé par l'agglomération de Villefranche. Est-ce qu'il y a donc des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons donc à 3 rapports suivants, qui sont des rapports financiers, au moins pour les 2 premiers. Je profite pour saluer la présence de M. Forit dans le public, qui a longtemps œuvré aux finances de cette ville comme adjoint au maire et puis ensuite comme président de l'agglomération. Bien, merci Monsieur le maire. Mais d'abord, je voulais vous dire que je suis assez heureux de me retrouver parmi vous, déjà. On va donc regarder ce rapport concernant la décision modificative numéro 2. Cette décision, en fait, a pour but de constater les différents ajustements en recettes et en dépenses de fonctionnement et d'investissement. Donc, en fonctionnement, il est proposé d'ajuster des prévisions budgétaires de la manière suivante. Alors, vous avez dans le rapport la liste des ajustements sur ce sujet, sachant que ce sont des montants relativement minimes. On peut peut-être simplement mentionner les 23 639 €
de règlement d'une taxe sur les terrains devenus constructibles, hein, mais ce sont juste des virements de section à section, donc ça n'a pas vraiment d'incidence. On a également des recettes et des dépenses en plus, hein, notamment des recettes. Le point positif, on a reçu un certain nombre de subventions qu'on avait demandées. Je rappelle qu'on ne peut les mentionner que lorsque l'État a effectivement validé des subventions, ce qui est le cas. On a pas mal de subventions de la DRAC, comme vous pouvez le voir, hein, pour le projet local d'éducation artistique et culturelle. On a eu 4 000. Pour la formation intermétier du PLEAC pour 4 400. On a également la DRAC pour le projet facile à lire et à comprendre du musée d'Igny pour 4 500. Des ouvertures de crédit pour engager la création d'un livret autour de l'accessibilité pour un montant de 7 600. Également, subvention de la DRAC pour les expositions 2022 du musée d'Igny pour 12 000. Pour la réfection des vitraux Notre-Dame pour 7 900. Et des subventions pour le Tour du Beaujolais, organisation pour un montant de 12 000. L'association Sport dans la ville pour 10 000. L'association des concerts de l'auditorium pour 2 000. Mais elle n'est pas belle, ma tour. On a également des régularisations de refacturation, des affectations de crédit pour la réalisation d'un certain nombre d'opérations. L'œuvre de Street Art, avenue de la Plage, pour 5 000 €. Des crédits complémentaires pour l'intervention électrique lors de l'automne culturel et gourmand à Vermorel pour 6 400. Une prestation artistique pour les tables, lors des tables Vermorel pour 7 500. Différentes encore affectations de crédits, hein, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur le tableau qui est joint en bout de rapport. Des crédits complémentaires pour l'implantation, la location et le raccordement électrique de bâtiments modulaires à l'école maternelle Anne de Beaujeu pour 12 000. Et en investissement, on a un certain nombre d'ajustations budgétaires avec un peu moins de TVA que prévu par rapport à la prévision d'1 700 000 €. On a 33 675 € de moins pour l'instant. Par contre, on a une constatation de l'augmentation des produits des amendes de police pour 70 000 € par rapport au budget initial, enfin la prévision qui était de 150 000. On a des subventions de la DRAC, là encore, une fois, un certain nombre, 7 000 pour l'aménagement de l'accueil du musée d'Igny, 3 000 pour engager une étude de faisabilité, subvention de la DRAC pour la restauration d'archives, etc. Une subvention significative pour le Centre national, qui vient du Centre national du cinéma, pardon, pour les actions engagées entre 2018 et 2022 pour 135 000 €. Et une subvention DSIL 2022 pour la restauration et la mise en accessibilité de la halle Bointon pour 450 000 €. Ce qu'on peut noter également, donc, à côté de ces affectations et de ces ajustements de crédit, on a des ajustements budgétaires entre chapitres budgétaires et opérations existantes. Hein. On a des réaffectations de crédit, hein, pour l'essentiel. Je peux noter par exemple le reliquat de crédit ADAP 2020 pour les travaux de rénovation du bar-restaurant du Bordelon pour 68 000 €. Une réaffectation de reliquat de crédit d'aménagement du restaurant scolaire Lamartine pour l'achat d'équipements et de mobilier pour le service scolaire, les écoles maternelles et primaires pour le nouveau restaurant Manon Roland pour 33 000. Et puis la plus significative, donc, il va être procédé à la désaffectation de crédit de l'opération d'aménagement nouveau et autres qualifications au stade Chouffé pour un montant de 745 000 €. Et également pour l'opération de drainage des jeux extérieurs de Boulionnaise pour un montant de 200 000 pour les réaffecter au rachat d'équipements publics de la ZAC Mon Plaisir pour un montant total de 945 310 €. Donc, bien évidemment, comptablement, le montant total des dépenses et des recettes d'investissement s'équilibre à 540 572 €. Donc, après examen par la Commission des finances, il vous est proposé d'approuver cette décision modificative numéro 2 du budget. Donc, s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, des oppositions, des abstentions, adopté à l'unanimité, merci. Ajustement de 3 opérations gérant en autorisation de programme crédit de paiement. Voilà, donc un rapport assez classique. Hein, affectation, donc... Pardon. J'ai un petit problème avec ma tablette. Ajustement des 3 opérations gérées en autorisation de programme crédit de paiement. C'est assez marginal. Ça concerne la rénovation générale du marché couvert, la réaménagement du centre aérien Marcel Julien, le programme de végétalisation des cours d'école,
puisque vous noterez qu'en 2022, donc, ces montants sont légèrement différents, puisqu'on a en 2022 115 039 pour la rénovation générale du marché couvert, on a 59 000 pour le réaménagement du centre aéré Marcel Julien, et 1 million pour le programme de végétalisation des cours d'école, alors qu'on avait au départ budgété 850 000. Donc c'est une accélération, c'est plutôt positif. Donc il vous est proposé de décider de l'ajustement de ces crédits de paiement associés aux autorisations de programme telles qu'elles ont été présentées. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité? Merci. Garantie d'emprunt, pardon. Société Aliad Habitat. Donc une garantie d'emprunt assez classique, puisqu'on en a plusieurs par an, qui concerne donc la société Aliad Habitat pour la souscription auprès de la Caisse des dépôts et consignations de montant de 2 471 726 €. Donc c'est une garantie classique bancaire, garantie à première demande pour 100% de l'encours. Vous avez le décompte, enfin le détail par contre des différents prêts sollicités par Aliad dans cette opération. En contrepartie, ce qu'on peut noter, c'est qu'en contrepartie de cette nouvelle garantie, la ville va disposer de 4 logements réservés. Et donc cette garantie vous est sollicitée ainsi qu'elle vous est présentée. Il est proposé donc au conseil municipal d'annuler la délibération du 2 septembre 2019 portant sur la demande de garantie d'emprunt. Ah oui, parce que j'ai oublié de le mentionner, il y avait déjà eu une première demande de garantie d'emprunt ainsi que c'est indiqué dans le rapport. Il n'y avait pas eu de suite et donc le dossier revient sur la table avec un montant un peu différent. Donc il vous est proposé d'accorder la garantie d'emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt de 2 471 000 €. De dire que les caractéristiques de ces 4 lignes de prêt telles qu'elles sont énumérées dans le rapport ci-dessus, d'accorder la garantie aux conditions suivantes: garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci. Et donc, il demande à la ville de s'engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des recettes et des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Et donc, il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents y afférents. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Pas de questions? Des oppositions? Des abstentions adoptées à l'unanimité? Merci. Nous passons donc à des demandes de subvention. Ce n'est pas encore la dépense, mais vous allez nous parler de cybersécurité, Madame Cady. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Je vais effectivement vous parler de cybersécurité. Comme vous le savez, nous avons l'obligation d'assurer un niveau de sécurité élevé pour tous nos systèmes d'information, qu'il s'agisse de ceux de la ville ou de ceux de l'agglo. Pour ce faire, nous allons solliciter une subvention auprès de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui bénéficie aujourd'hui, dans le cadre du plan France Relance, d'une enveloppe de 136 millions dont nous allons ponctionner une petite partie. Donc, ces 136 millions portent sur la période 2021-2022. Cette opération de sécurisation va se dérouler en 3 phases. Une première phase de pré-diagnostic qui va permettre d'évaluer le niveau de sécurité de nos systèmes d'information. Une deuxième phase dite de diagnostic qui va permettre d'assurer des actions de sensibilisation, de formation et d'audit. Donc ça va permettre aussi de sensibiliser les utilisateurs. Et une troisième phase qui, elle, consistera à mettre en œuvre le plan d'action à l'issue de l'ensemble de ces diagnostics. Pourquoi nous allons faire cette opération? Parce qu'on souhaite effectivement sensibiliser aux risques numériques et maîtriser les accès aux systèmes d'information, sécuriser les données, les applications et les services numériques, sécuriser tous nos équipements, protéger le réseau et connaître les points de vulnérabilité de notre système. Donc le montant que nous allons solliciter va être de 90 000 €, puisque l'enveloppe globale sera de 110 000, que nous allons consommer en 2 phases, une phase de 40 000 et de 70 000 €. Nous avons une part à notre charge donc de 20%, qui est de l'ordre de 20 000 €. Donc, nous vous proposons d'approuver le financement prévisionnel de ce projet. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité? Rapport suivant, c'est l'avenant à l'accord cadre de services de télécommunication.
Alors là, il s'agit d'une petite dépense, enfin d'une prévision de dépense, pas nécessairement d'une dépense, puisque nous vous proposons de voter un avenant à l'accord cadre lié à la téléphonie. C'est le lot 2 de l'ensemble de la partie du lot télécom. Donc, dans le cadre de cet accord cadre d'un marché à bon de commande sur la téléphonie, nous souhaitons l'augmenter de 10%, de 10% le seuil de ce marché. Pour quelles raisons? D'une part, parce que nous avons consommé beaucoup de téléphonie, que le Covid nous a imposé de créer des accès à distance, qu'il a fallu mettre en place progressivement le télétravail, et même de manière plus massive, déployer des clés 4G pour tous les collaborateurs, les agents qui travaillent à domicile dans le cadre du télétravail, un besoin de mobilité accrue de certains cadres. Donc pour toutes ces raisons, le marché cadre va être un petit peu juste pour finir de le consommer. Donc aujourd'hui, sur les 2 premières années, 2020-2021, le montant maximum du lot n'a pas été atteint totalement, mais en prévision des besoins à venir, on préfère l'anticiper, sachant qu'un marché à bon de commande, nous n'avons pas l'obligation de le consommer en totalité, mais on préfère se prémunir pour pouvoir réagir et être réactif en cas de besoin. Voilà, donc que vous dire d'autre? Nous proposons également donc de couvrir la totalité des nouveaux besoins en téléphonie et de porter le montant maximum annuel à 96 000 € hors taxes pour les années 2022 et 2023, ce qui correspond à l'augmentation de 10% que j'évoquais tout à l'heure. Donc nous vous proposons de reporter pour le lot 2, puisque nous n'avons pas tout consommé encore sur les 2 premières années, le reliquat en matière de téléphonie, et de porter le lot 2 de la téléphonie, de porter le montant maximum annuel à 96 000 € hors taxes par an. Et d'autoriser, monsieur le maire, bien entendu, à signer l'avenant correspondant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci. Aide à l'investissement des petites entreprises du commerce et des services pour l'attractivité du centre-ville. Monsieur Giffon quitte cette assemblée, ne participant ni au débat ni au vote, étant concerné. Madame Dubostival, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Effectivement, dans le cadre de la stratégie d'attractivité du centre-ville, la ville a signé donc une convention avec la région depuis déjà 3 ans, depuis 2019. Je vous en rappelle donc les modalités, c'est-à-dire que les commerçants doivent déposer leur dossier sur le site de la région et peuvent obtenir une subvention à hauteur, alors avec un plafond de 50 000 € hors taxes de travaux, donc 20% du côté de la région, soit 10 000 € et 10% au niveau de la ville, soit 5 000 € hors taxes. Donc on a déjà eu 16 commerces qui ont été subventionnés jusqu'à maintenant, sur un montant total de 62 198 €. Et j'ai le plaisir ce soir de vous annoncer que nous avons 5 nouveaux dossiers. Donc la cour intérieure, située rue de la Gare, la chocolaterie Grillet, située rue Nationale, le salon de coiffure chez Georges, 119 rue de la Gare, la brasserie du théâtre également, et Instinct Gourmand, situé tout en haut de la rue Nationale. Donc le montant total de ces subventions sur ces 5 dossiers s'élève à 18 535 €. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci. Marché de fournitures courantes et de services, pose et dépose des motifs d'illumination. Madame Reynaud. Oui, bonsoir. Je vais vous parler un peu magie de Noël. On va mettre un peu de lumière dans cette soirée. Donc cette année, comme les années précédentes, la ville de Villefranche souhaite que l'esprit de Noël règne sur la ville et plus particulièrement sur le centre-ville. Il s'agit effectivement de rendre la ville plus attractive et surtout de mettre de la joie, de la magie et des paillettes dans les yeux des petits et des grands. Et pour mettre des paillettes, eh bien, il nous faut des équipes. Jusqu'à présent, c'était nos équipes à nous qui mettaient effectivement en place l'ensemble des illuminations, tous les branchements, l'installation du village de Noël et de la patinoire. Et il s'avère que c'est une charge importante de travail pour nos services, avec des horaires difficiles, souvent de nuit, des équipements, du matériel qu'il faut adapter, des nacelles que nous n'avons pas forcément. Et donc cette année, nous avons décidé de lancer une consultation pour un marché de fournitures et de services pour la pose et la dépose de l'ensemble des motifs des illuminations de Noël, de l'installation électrique, du village de Noël et de la patinoire. Donc ce marché
Il a été lancé, donc l'appel d'offres a été lancé en juillet 2022 et il va être conclu donc pour une période initiale de 1 an, renouvelable 3 fois. L'estimation des travaux les travaux ont été estimés à 163 661 € hors taxes par an. L'appel d'offres a donné un résultat pour 160 874 € hors taxes pour l'entreprise Sobeca, et la commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 22 septembre 2022 a décidé d'en attribuer le marché. Il s'agit bien sûr de 163 874, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est le montant maximum, et il ne sera jamais atteint, puisque l'idée c'est d'avoir un maximum de prix dans ce marché-là pour pouvoir s'en servir durant les périodes de fin d'année. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Lambert, je vous en prie. Oui, bonsoir à tous. Donc, en gros, si je résume, ce que vous nous demandez pour ce dossier, c'est de passer au privé des tâches qui ont été effectuées hier et depuis toujours par les équipes municipales. Donc, moi, j'aimerais comprendre pourquoi. Pour diverses raisons. D'abord, on vous l'a dit, il y a des durées d'installation qui sont tellement courtes que ça ne permet pas de respecter non plus les délais de repos, etc. sur ces périodes-là. La deuxième chose, c'est que ça demande du matériel aussi d'installation très spécifique que nous n'avons pas. Donc, plutôt que de louer, faire. Et ça a été fait en concertation avec le personnel concerné, d'ailleurs, qui était demandeur d'avoir plutôt de l'aide et de pouvoir déléguer cette partie-là, qui n'est pas une partie forcément très simple en termes d'installation et peut-être pas la plus intéressante non plus, mais c'est aussi pour des questions d'habilitation, de matériel employé pour le faire. Du coup, je poursuis un petit peu le raisonnement. C'est jusqu'à présent. Là, on ne peut plus. Jusqu'à présent, on pouvait. Comment vous expliquer qu'avant on faisait déjà appel en fait à l'entreprise extérieure pour toute une partie de ces missions. Simplement, là, ce qui était dit, c'est plutôt que de faire une partie nous, une partie eux, c'était plutôt de déléguer intégralement à l'extérieur, ce qui permet à nos équipes de se consacrer à d'autres missions. Et c'est le fait que les montants soient plus élevés qui nous nécessite du coup d'avoir une consultation dans un marché cadre. Et on verra d'ailleurs, puisque le marché cadre aussi permet de continuer à faire un certain nombre d'interventions, mais le souhait était plutôt de déléguer effectivement l'intégralité, plutôt que de ne le faire qu'en partie. On avait déjà, si vous voulez, une partie technique qu'on ne pouvait pas faire nous, pour des questions, encore une fois, d'habilitation, de matériel, il fallait louer des nacelles spécifiques, c'est assez compliqué. Donc pour des questions de rationalisation, c'était vraiment de pouvoir déléguer l'intégralité, de pouvoir faire d'autres missions. Bon, écoutez, c'est bien ce que je disais au départ, c'est qu'on bascule au privé effectivement une partie de prestations qu'on était capable de réaliser jusqu'ici. Donc, nous, pour notre groupe, nous voterons contre le dossier. Très bien. Est-ce qu'il y a donc d'autres interventions? Pas d'autres interventions? Donc, opposition? Oui, opposition, c'était pour ça. 4, abstention, adopté par le reste de l'Assemblée. Merci beaucoup. Passons au rapport suivant, donc soutien aux manifestations sportives, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Tour du Beaujolais Organisation. Tout est dans le titre, il ne reste plus que le montant, monsieur Jean-Mont. Tout à fait. Alors, bonsoir à tous et à toutes. L'association donc Tour Beaujolais Organisation organise, comme son nom l'indique, le Tour du Beaujolais cycliste, qui est une course internationale, qui est très connue par Mont et par Vaux dans les territoires du Beaujolais. À l'occasion de son 30e anniversaire d'organisation, les organisateurs ont souhaité innover en proposant que la 4e et dernière étape fasse le départ et l'arrivée à Villefranche-sur-Saône. Et surtout, ils ont créé une course de jeunes au niveau cadet, et c'est tout à leur honneur. Dans le cadre de sa politique sportive générale et plus particulièrement de soutien à l'organisation de manifestations sportives importantes, la ville de Villefranche, qui est très contente de cette course, propose au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle en 2022 de 12 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Des oppositions, des abstentions adoptées à l'unité? Madame Baudu-Lamarck, je vous laisse la parole pour présenter les 2 rapports suivants et je mettrai aux voix ensuite les rapports séparément. Une subvention à sport dans la ville et au concert de l'auditorium.
Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, Sport dans la ville, pour rappel, c'est financé par le biais de la dotation politique de la ville. Il faut savoir jusqu'à présent, donc ils ont le terrain de foot à Bélligny, avec également une activité sportive de boxe à la demande des filles. Et depuis ce septembre-là 2022, au Garret, un terrain de basket. À cela s'ajoute également, ce qui est peu connu dans leur activité, une activité d'orientation pour les jeunes avec un véhicule qui circule dans les quartiers pour accompagner les jeunes, particulièrement collégiens et lycéens, pour leur orientation professionnelle. Voilà, donc l'État octroie une subvention de 50 000 €. Nous avions déjà prévu dans le budget 2022 de leur verser 40 000 € et ce soir, il suffit donc d'accepter de verser les 10 000 € complémentaires aux 40 000 déjà versés, donc pour Sport dans la ville. Pas de questions, donc pas de questions pour Sport dans la ville. Donc je continue avec le projet de Babel Matour au sein du quartier de Bélligny. C'est un projet qui est porté par les concerts de l'auditorium depuis 3 ans. Projet cofinancé par les bailleurs sociaux, par la communauté d'agglomération et par la ville de Villefranche. Vous avez les montants qui sont octroyés par chacun des partenaires financeurs sur le rapport. Et donc, il vous est demandé que la ville les accompagne pour 2022 à hauteur de 2 000 €. Merci. Pas de questions sur ces deux rapports. Donc, le premier rapport pour Sport dans la ville, des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité. Pour les concerts d'auditorium et l'opération Babel Matour, des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité. Merci. Madame Berthoud, développer une éducation artistique et culturelle de qualité sur tous les temps de vie des enfants. Pas tout le titre. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, il s'agit d'accepter en fait les termes de la convention qui donc porte ce fameux plan qui a un nom à coucher dehors, hein, mais bon, c'est le plan d'éducation artistique et culturelle. C'est donc un moyen de proposer de la culture à toutes nos écoles de la ville et de l'agglomération, à tous les âges et dans tous les domaines de discipline artistique. Pour ce faire, depuis 2018, on a donc signé une convention avec nos partenaires, l'État, la région, le département, la ville et l'agglo. Et donc, c'est ce qui nous permet de financer l'ensemble de ces projets qui sont proposés chaque année en juin à l'ensemble de nos structures scolaires, mais aussi des centres sociaux pour les jeunes, évidemment, en particulier. Alors, cette idée de convention est quand même née du fait que la ville de Villefranche et l'agglomération avaient déjà des propositions culturelles sur le territoire hyper intéressantes. On vient de parler des associations comme les concerts de l'auditorium, mais il y a aussi l'autre cinéma, Radio Cala, le théâtre de Villefranche, il y a la direction de l'éducation, de la jeunesse et des sports, il y a aussi évidemment la médiathèque, le musée d'Igny, les musées du Prieuré et Claude Bernard. Bon, il y a le conservatoire, bien sûr, qui joue un rôle important. Donc voilà, l'idée était donc de rassembler sur un même catalogue l'ensemble des propositions qui sont faites, de façon à ce que les enseignants puissent se positionner en fonction des objectifs qui sont les leurs, voilà, pour que ça colle aussi avec évidemment ce que proposent les structures culturelles, et puis surtout qu'ils obtiennent un financement à la hauteur, parce que c'était un petit peu ce qui posait problème jusque-là, avant ce plan local qui existe depuis 2018. En fait, ils avaient du mal à financer les projets. Voilà, donc aujourd'hui, grâce à ce PLEAC, les projets sont financés et sont plus nombreux et ils touchent donc plus de monde puisque en 2021-2022, ce sont 17 100 jeunes de la ville et de l'agglo qui ont bénéficié de ces activités et de ces projets. Par exemple, hier à Vermorel, on a pu voir les 3 classes de collège qui ont travaillé avec Vincent Bride, l'artiste verrier qui est en résidence en ce moment, et qui ont fait donc des dessins et des vitraux avec Vincent Bride dans son atelier à Brucieux. Et c'était donc une expérience particulièrement appréciée. Il y avait le principal de Faubert qui était là hier. Et effectivement, les enfants ont plein d'idées et plein d'imagination. Et c'est très chouette de pouvoir voir leur travail. Il y avait eu Sabrina Vitali, enfin, il y a plein d'autres choses. Mais voilà, c'est pour vous dire que ça fonctionne bien et que l'objectif de toucher le plus de jeunes possible, que ce soit dans le monde rural,
dans les quartiers ou dans le centre-ville est en passe d'être réussi. Voilà, on essaye d'aller toucher tous ceux qui sont les plus loin de la culture. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité. Proposer une offre culturelle de qualité et soutenir la création, c'est des demandes de subventions dans le domaine du numérique. Oui, donc vous voyez qu'on est un peu les rois de la demande de subvention. Et c'est vrai que la DRAC, alors là, c'est pas la DRAC, c'est la région, mais c'est vrai que j'en profite pour quand même remercier la DRAC qui effectivement suit nos projets parce que nos projets correspondent aussi aux attentes de la DRAC. Alors je le dis parce que le DRAC doit venir demain à Villefranche et que effectivement c'est toujours appréciable d'avoir le soutien de l'État, ce qui est le cas ici donc avec la culture évidemment, mais pas que évidemment, hein, mais voilà, je prône pour ma paroisse. Donc là en fait c'est donc la région qu'on sollicite à hauteur de 20 000 € parce que la région au travers d'un fonds de soutien à la création artistique et numérique, essaye justement d'aider les collectifs, les créations, les acteurs, les partenaires qui travaillent dans ce domaine. Donc là, nous sollicitons une subvention de 20 000 € pour soutenir les actions et les créations du collectif artistique Ligre pour l'année 2023. Ce collectif rassemble des artistes qui sont ancrés sur le territoire de Villefranche depuis plusieurs années et qui sont passionnés par la rencontre entre différents médias. Alors, il y en a qui font partie du conservatoire, là aussi, où on développe numérique, son, photographie, images animées, réalité augmentée, réalité virtuelle. C'est donc des arts visuels aujourd'hui qui sont particulièrement appréciés aussi des jeunes. Voilà, c'est pour ça, dans le cadre du plan local d'éducation dont on vient de parler, ce collectif proposera un certain nombre de choses aux scolaires. Par exemple des vidéos, des photographies. On avait fait ça il y a quelques années sur les murs d'un immeuble de Bélligny, ça avait super bien marché. Voilà, et donc on propose que ces vidéos soient projetées au moment du Festival du cinéma en plein air qui a été créé cette année et qui sera reconduit l'année prochaine dans le cadre des fêtes de l'été. Les petits plats dans l'écran à Vermorel, mais ce sera aussi l'occasion voilà, de travailler autour des pratiques artistiques liées au numérique et liées aussi au culinaire, puisque c'est aussi un objectif, vous le savez, de travailler culture et cuisine, parce que ça crée un lien social plutôt particulier et plutôt réussi. Voilà, en tout cas, on l'a déjà testé. Et puis, il y aura aussi d'autres propositions autour des tables Vermorel, qui seront, où il y aura une demande aussi de financement dans le cadre de ces 20 000 €, mais ce ne sera pas la seule demande, il y en aura d'autres auprès du département du Rhône et de la région et de la Direction régionale des affaires culturelles, toujours la DRAC. Et puis peut-être simplement rappeler, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le redis, peut-être rappeler que le département du Rhône nous aide quand même beaucoup sur ces actions éducatives, en particulier dans le cadre du PLEAC, puisqu'il nous aide à hauteur de 15 000 €, alors que la région, cette année, vient de nous dire qu'elle ne nous aiderait pas en subvention, mais qu'elle aiderait directement les lycées, voilà, pour des actions qu'on peut leur proposer. Voilà, donc voilà, il suffit de vous demander d'accepter cette demande de subvention de 20 000 € auprès de la région. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions? Pas de questions, pas d'interventions, des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité. Merci. Alors, le prochain rapport est vraiment très, très simple. Alors, si on le lit, on n'y comprend rien, mais l'idée, c'est simplement de maintenir une gratuité tous les premiers dimanches du mois, même lorsqu'il s'agit d'un jour férié. Donc, si le jour est férié, on reporte la gratuité au dimanche d'après. Voilà, et on prend donc ce rapport en délibération pour éviter d'avoir à vous faire voter à chaque fois qu'il y a un jour férié qui tombe le premier dimanche du mois. Voilà, je pense que vous êtes favorables. Vous savez que les premiers dimanches du mois, dans nos équipements culturels, il y a beaucoup de monde. Et donc, les Caladois et les habitants du Beaujolais sont de plus en plus preneurs, évidemment, de ce moment où c'est gratuit pour y aller en famille. Des questions, des interventions, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Merci. Fixation du prix de vente aux librairies d'art du catalogue Regard Pluriel. Voilà, donc le catalogue Regard Pluriel, vous savez, fait le point sur les 10 ans d'acquisition du musée Paul Digny. Voilà, ce catalogue de 148 pages a été donc mis en vente au public pour 20 € TTC. Donc là, il est proposé au Conseil de réserver 40 exemplaires de ce catalogue pour leur mise en vente auprès des librairies.
et de décider que ces 40 exemplaires seraient donc, auraient donc un prix réduit de 50% sur le tarif de vente initial, soit un prix de vente au libraire de 10 € TTC par exemplaire. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions, des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité? Vente du catalogue de l'exposition universelle de Paris 1900. Donc, si les regards pluriels, c'était l'expo de l'année qui vient de se passer, puisqu'on fêtait les 20 ans du musée, ça ne vous a pas échappé, et regards pluriels, c'était donc le catalogue associé à ces 20 ans, et bien là, il s'agit de la prochaine expo, dont vous avez d'ailleurs le petit document, j'ai vu, sur la table. Donc, cette expo sera donc inaugurée le 21 octobre au musée, bien sûr. Et là, il s'agit donc du catalogue de l'exposition qui s'appelle donc Auvergne-Rhône-Alpes montrée au monde, ou je ne sais plus, un truc comme ça. L'exposition universelle de Paris, 1900, l'Auvergne-Rhône-Alpes montrée au monde. Donc, c'est une expo qui a l'intérêt quand même de montrer toute l'avance qu'avait la région Auvergne-Rhône-Alpes dans les productions, certes artistiques, mais aussi industrielles, coutellerie, horlogerie, textile, armes, cycles, tout comme les beaux-arts, peinture, sculpture, gravure, sans oublier évidemment à Villefranche en particulier la photographie et le cinéma. Et donc c'est une expo particulièrement intéressante qui montre à quel point la région Auvergne-Rhône-Alpes était déjà présente à Paris à l'Expo universelle de 1900. Voilà, donc là, il s'agit donc des catalogues. On vous demande donc d'approuver sur les 600 exemplaires édités. Donc, il est proposé de mettre en vente 350 exemplaires au prix public de 29 €. Donc, vous voyez que les tarifs augmentent là aussi, au musée comme partout. Et de conserver 250 exemplaires pour les distribuer gratuitement aux partenaires et pour les échanges entre les musées, ce qu'on fait à chaque fois. Voilà, donc c'est ce qui vous est proposé ce soir. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions, des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité? Merci. Et on achète une monographie d'Hubert Munier, Sublimer le réel. J'imagine qu'on va nous l'afficher, non? Non, alors n'attendez pas un affichage de la monographie. On l'a pas encore, c'est ça? Pourquoi? Parce que c'est un livre. Moi aussi, j'ai cherché sur Google ce qu'était une monographie. Bon, je suis désolée de le dire, mais on en a souri à la commission culture. Oui, la monographie, c'est pas la biographie, mais c'est l'histoire de l'œuvre, en fait. Voilà, d'Hubert Munier, Sublimer le réel. Et donc, c'est donc un éditeur qui est basé à Lyon qui propose de vendre donc ces monographies. Donc, je crois que la ville propose d'acheter 5 exemplaires de cet ouvrage au prix de 19,50 € et que ces exemplaires soient donc remis à la vente en boutique, au musée, à partir d'octobre, au prix de 30 € par exemplaire. Voilà. Merci. Ça ne nous empêchait pas d'avoir quelques images de la monographie, mais des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité. Merci. Convention constitutive d'un groupement de commandes pour la capture et la mise en forêt des animaux domestiques errants entre la ville de Villefranche et certaines communes de la côté d'agglomération. Tout est dans le titre, monsieur Alix. Oui, tout est dans le titre. La synthèse. Chaque commune a l'obligation d'assurer la mise en fourrière des animaux errants. Donc, jusqu'à présent, c'est la SPA qui s'occupait de cela pour la ville de Villefranche. La convention prend fin le 31 décembre. Et donc, la ville, dans un souci d'optimisation des dépenses, a envisagé une démarche mutualisée pour permettre aux communes intéressées de grouper l'achat de ces différentes prestations. Donc, on va mettre en concurrence des opérateurs économiques qui peuvent répondre à cette prestation. Le groupement concerne Cony, Denissé, Glaisé, Jassan, Le Périon, Lima, Saint-Julien, Voran-Beaujolais, Ville-sur-Jarniou, Villefranche et Arnas, qui a intégrera le groupement le 1er janvier 2024. Donc, l'émission de coordonnateur serait portée par la ville de Villefranche et une consultation sera passée en procédure adaptée prochainement. Il s'agit d'un accord cadre avec émission de bons de commande pour un montant maximum de 52 000 € hors taxes annuels. Donc, montant maximum. Et une commission MAPA se réunira à cet effet. À l'issue de la procédure et du choix du titulaire, il appartiendra à chaque commune d'exécuter son marché. Donc, il est proposé au conseil municipal d'accepter le principe de la constitution d'un groupement de commandes pour la capture et la mise en fourrière des animaux errants, d'accepter les termes de la convention, d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents y afférents. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité? Merci. Toujours une convention constitutive, cette fois-ci avec la commune de Fleury, pour la location de patinoires.
Voilà, même principe. Donc, on l'avait déjà fait l'année dernière. Hein, on propose de se grouper avec la commune de Fleury pour la mise en place de ces patinoires. Donc, il est apparu utile donc, de constituer à nouveau ce groupement de commandes. Le groupement de commandes donc, a pour objet de mutualiser les besoins des deux communes et de lancer une seule consultation avec deux lots. Un lot 1 pour la location de la patinoire pour Villefranche et un lot 2 pour la location de la patinoire de glace à Fleury. Il est donc proposé de désigner la commune de Villefranche en tant que coordonnateur du groupement. La passation des accords cadres à bon de commande, objet du présent groupement de commande, sera fait selon la procédure adaptée de la commune de Villefranche. Chaque commune exécutera l'accord cadre. Donc, après examen par les membres de la commission finances, il est proposé au conseil municipal d'accepter le principe de la constitution du groupement de commande pour la location des patinoires pour Villefranche et Fleury et d'accepter les termes de la convention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité. Merci. Nous passons au rapport de Madame Lutz, il me semble, puisqu'elle nous représente en Allemagne ce soir. Prise en charge par subrogation du versement des dommages et intérêts à Madame Louisa Aïssaoui, qui avait été collaboratrice, qui avait été victime d'une agression, suivie d'une sanction judiciaire contre l'auteur de ces violences, dans le cadre, comme on l'a souvent, hein, c'est donc la ville qui doit solliciter son assurance pour se subroger aux dommages et intérêts qu'elle devait percevoir de l'auteur qui n'a pas réglé ces sommes. Et c'est la règle pour les agents de la fonction publique. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Pas de questions, des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité. Merci. Mise à jour du tableau des emplois, vous l'avez sous les yeux et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions particulières. Il s'agit surtout d'ajustements, hein, sur des, pas forcément de création de postes, enfin des créations de postes, mais pas forcément des agents supplémentaires, c'est des fois des évolutions de carrière ou des changements de direction. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, des oppositions, des abstentions? Pardon, allez-y, monsieur Lissier. Oui, une petite question sur le poste dans le pôle d'épanouissement proximité solidarité, dans lequel donc on parle d'une suppression de poste dans le cadre du départ en retraite de l'agent et d'une externalisation de prestations. Donc je voudrais savoir quel est l'intérêt que nous avons à externaliser cette prestation et dans quel cadre va se faire cette dite externalisation. Je vais vous expliquer. Il s'agit du stade honneur d'Armand Chouffet, puisqu'il doit avoir un suivi spécifique du matériel, là aussi spécifique. On n'a qu'un stade qui a ce degré d'exigence des différentes fédérations sportives. Donc, que ce soit en termes de matériel ou de traitement, on n'a pas à le reproduire sur l'ensemble des pelouses de la collectivité, hein, de la commune. Donc, le choix qui a été fait, c'est effectivement de le déléguer à Parc Export. Je crois que c'est Parc Export, c'est ça, hein, ouais, qui sont ceux qui nous ont installé la pelouse pour être en conformité avec les exigences fédérales des instances sportives. Voilà. Et donc l'agent a été puis affecté là-dessus, mais on redéploie des agents sur l'entretien des autres pelouses. Mais là, ça demandait aussi une technicité et des méthodes de traitement particulières. Donc jusqu'à présent, en fait, ça rejoint effectivement un petit peu ce qui a été dit précédemment sur le rapport 17 finalement. La technicité, cet agent l'avait, et aujourd'hui on la perd parce qu'il s'en va. Mais est-ce qu'on a un intérêt à externaliser, puisqu'une externalisation va certainement d'une part coûter plus cher? Non, mais on a une obligation en termes de qualité de traitement et de suivi qui n'était pas dans les cordes de ce qu'on était capable de faire en interne. D'accord, qui est nouvellement apparu finalement. Et oui, qui avec les accessions de division supérieure, oui. Voilà, c'est ce que je vous dis, hein, c'est les exigences de la fédération. Alors, on peut en discuter d'ailleurs, hein, parce que moi, je trouve que les fédérations ont beaucoup d'exigences, si vous voulez connaître mon avis, que ça soit dans le football, puisque c'est de football qu'il s'agit, ou dans d'autres domaines. Je pense que c'est un peu facile d'édicter des règles entre soi et d'assujettir ensuite toutes les collectivités de France et de Navarre à ces sujets, si vous voulez, mon sentiment personnel. Mais c'est effectivement pour être en conformité avec cela. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie, monsieur.
Est-ce qu'il y a des oppositions donc, sur la mise à jour de ce tableau? Des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité, merci. Modification de la délibération pour le recours à l'apprentissage. On l'avait prise en début d'année pour un certain nombre de recours, et en fait, c'est pour rajouter 2 apprentis supplémentaires. Vous les avez également dans le rapport, un à la direction éducation, jeunesse et sport, et l'autre à la direction des bâtiments. Donc là, c'est 2 postes d'apprentissage supplémentaires ouverts sur notre collectivité, en plus de ceux qu'on avait déjà votés. Donc je pense qu'on peut tous s'en féliciter. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité, merci. Et vous avez ensuite un rapport qui, si je ne m'abuse, n'appelle pas vote, qui est une information au Conseil municipal avec les différents marchés publics et les différents virements de crédit réalisés depuis le précédent conseil municipal. Pas de questions, je ne le soumets donc pas au vote puisqu'il n'est pas soumis au vote. Nous avons épuisé l'ordre du jour de ce conseil municipal. Je vous remercie pour votre participation. La prochaine séance, comme affiché, est prévue le 7 novembre, susceptible d'être modifiée, mais a priori le 7 novembre. Et je vous rappelle que notre ami Alexandre, en plus d'avoir décroché un mandat de député, a décroché un autre très beau mandat, celui de papa. Et il nous invite très gentiment dans la salle d'à côté à partager cet heureux événement en nous offrant un verre de l'amitié.